Les Lefebvre de Batiscan. Roman. Tome 1. L'apprentissage canadien. Écrit par André Lefebvre et lu par Pierre Lefebvre. Avant-propos. Ce livre est l'histoire romancée du premier Lefebvre de Maligné, arrivé au Canada vers 1687. Il veut mettre en évidence la situation réelle des premiers colons face à leur installation et leur survie ainsi que leur psychologie. Ce qui fut raconté par le clergé de l'époque est complètement hors de la réalité de ses habitants, et ce qui fut rapporté par les autorités n'a été fait qu'en fonction de leur propre situation et non celle des premiers colons. Nos ancêtres furent très loin d'être des moutons menés par des bergers, ils étaient plutôt des loups avec lesquels les bergers devaient compter. Dans les combats qu'ils ont dû livrer, où ils n'aimaient pas tuer, ils n'ont pratiquement jamais été battus, et ils n'ont certainement pas été conquis sans qu'ils n'en fussent d'accord. Pour devenir Canadien, il ne suffisait pas d'arriver à Québec et dire « je m'installe ici ». Il fallait traverser un apprentissage qui durait toute une vie. Même si ce n'est que la deuxième génération que le Canadien réalisé apparaissait, les premiers instants de cet apprentissage étaient tellement marquants que le nouvel arrivé perdait complètement ses anciennes caractéristiques. C'est l'acquisition des caractéristiques strictement canadiennes qui demandait l'apprentissage d'une vie complète. Celui de mon ancêtre ne fut pas différent de celui des autres premiers colons canadiens. Ceux-ci furent ceux devant lesquels l'Amérique du Nord s'est ouverte. Ils sont ceux qui permirent, sans le vouloir, à l'élite européenne de venir manifester son élitisme inhumain sur une population libre, égalitaire et fraternelle qui existait ici bien avant la Révolution française. Voici cette histoire qui commence au milieu de Paris en 1667. Chapitre 1. Le maître d'armes. À Paris, Île-de-France, le temps est gris et assez frisquet pour un après-midi de début d'automne de 1677. Malgré cela, perché dans un gros arbre encore feuillu, surplombant la cour intérieure de l'Académie d'escrime Lagarde, un enfant de 12 ans espionne les attaques et parades enseignées par le propriétaire des lieux. Maître Martin Langlois, dit Lagarde, dirige cette salle d'armes extérieure depuis déjà 6 ans. Celui-ci connaît, d'une certaine façon, cet enfant qui l'espionne, puisque depuis 2 ans, tous les après-midi de la semaine, il le voit perché dans son arbre. Jamais il ne lui a adressé la parole, et c'est l'assiduité de l'enfant qui l'a finalement retenu de le chasser de son perchoir. Par contre, aujourd'hui, Maître Martin a décidé qu'il est temps de découvrir si cette assiduité a porté fruit. Il donne donc un nouvel exercice à être pratiqué par ses 3 élèves, sachant que la nouveauté retiendrait toute l'attention du garnement. Il se retire ensuite dans son logement pour en ressortir dans la rue et se rendre au pied de l'arbre occupé par l'espion. « Voilà, Galopin, descends tout de suite, j'ai à te parler. » L'enfant surpris, mais non décontenancé, se laisse tomber de son perchoir d'une branche à l'autre, attrapant le bout de la dernière branche qui, pliant sous son poids, lui permet de sauter juste en face de Maître Langlois. Le gosse lève alors ses yeux effrontés et lui dit « Je ne dérange rien de votre enseignement, monsieur, je ne fais que regarder. » Le maître d'armes fut assez étonné d'une telle agilité. « T'ai-je dit que tu dérangeais mes cours? Je sais bien que tu ne fais que regarder, d'autant plus que tu regardes depuis 2 ans. Pourquoi perds-tu ton temps à venir ici tous les jours? »« Parce que je veux connaître les exercices que je peux pratiquer ensuite chez moi. »« Je serais étonné que tu aies une rapière pour te pratiquer. Tu n'es pas de la noblesse. »« Mon oncle est orfèvre forgeron et peut très bien fabriquer une épée, monsieur, » dit l'enfant en relevant le nez. « Mais je pratique avec un bâton. C'est suffisant pour le moment. »« Suis-moi, nous allons voir ce que tu sais faire. » Le maître d'armes pivota sur ses talons et retourna chez lui.
N'hésitant qu'une demi-seconde, l'enfant lui emboîta le pas. Cette détermination fit sourire maître Lagarde. Arrivé dans la cour, où ses élèves conversaient, au lieu de pratiquer l'exercice demandé, Martin Langlois choisit une rapière mouchée d'un râtelier et la présenta au petit Schnappant. S'adressant ensuite à l'un de ses élèves, il lui dit « Monsieur de Montour, vous allez me faire le plaisir de donner une leçon d'escrime à ce jeune indiscret qui nous espionnait. Cela lui apprendra les bonnes manières. » L'adolescent Jacques de Montour était un fils de famille de basse noblesse dont l'éducation ne comportait pas vraiment d'estime pour les gens du peuple. En fait, il ne les remarquait habituellement pas. Il toisa l'enfant et d'un mot de dépit sur ses lèvres, se mit en garde en jetant un coup d'œil de malice à ses deux copains. Le jeune polisson, fouettant la rapière 2 ou 3 fois, s'aperçut qu'une rapière était beaucoup plus maniable et moins lourde qu'un bâton. Il enleva ses souliers et vint se placer face à son rival. De Montour ne fit ni un ni deux et attaqua le jeune homme d'une pointe qui fut parée avec assez d'aisance. Ne relâchant pas son attaque, il frappa de taille et repointa rapidement. Son jeune opposant ne fit que reculer d'un pas et engager sa rapière jusqu'à la garde de celle de son adversaire. De Montour remarqua les yeux enflammés du jeune homme près de son visage, qui semblait savourer l'exercice avec un petit sourire au coin des lèvres. Les combattants tournoyaient l'un autour de l'autre, les attaques, les parades se succédaient à vitesse folle. De Montour appréciait progressivement l'algarade et percevait son adversaire d'une façon différente de plus en plus. Il commençait à éprouver beaucoup de plaisir à combattre ce jeune plébéien plein d'énergie. Au bout de 5 minutes de combat acharné, le jeune espion brisa l'engagement en reculant et baissa son arme. « Vous êtes trop fort pour moi, monsieur de Montour. Je me désiste et vous remercie du grand honneur que vous avez daigné me rendre en croisant le fer avec moi. Je vous en suis très reconnaissant. » Et il le salua de son épée comme il l'avait vu faire souvent. Le maître d'armes, étonné, mais satisfait, s'approcha des combattants et salua M. de Montour. « De Montour, vous êtes vraiment digne de mon enseignement. Je me réjouis de la qualité d'escrime que vous démontrez et vous remercie de la leçon que vous avez donnée à ce garnement. »« Monsieur Lagarde, j'avoue que celui que vous appelez garnement a résisté beaucoup mieux que je ne l'aurais cru de prime abord. Puis-je me permettre de lui demander son nom? »« Mon nom est Gabriel Nicolas Lefebvre, pour vous servir, monsieur de Montour, » salua l'enfant. « Eh bien, sieur Lefebvre, je serais heureux que vous me serviez de compagnon d'armes lors de mes pratiques, si maître Lagarde veut bien le permettre. Vous êtes un excellent jouteur. »« Si je le permets, je n'ai pas l'habitude de donner des leçons gratuites, monsieur de Montour, » s'exclama maître Langlois. « Mais vous avez urgemment besoin de quelqu'un pour fourbir vos équipements et pour vous servir des rafraîchissements de temps à autre, me semble-t-il. Un aide tel que Gabriel ne vous serait certainement pas superflu. »« Ma foi, vous avez raison, de Montour. D'ailleurs, il serait préférable qu'il nous rende de menus services, au lieu d'être juché dans un arbre comme un perdreau. Crois-tu, Gabriel, que ton père accepte que tu travailles ici? »« Il vous faudra le lui demander, maître Langlois. Mais si je garde la possibilité de continuer à lui fournir mon aide l'avant-midi, comme actuellement, je ne vois pas pourquoi il s'y opposerait. » Martin Langlois, dit Lagarde, posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Voilà qui est décidé, et je vais de ce pas t'accompagner chez toi pour parler à ton père. Messieurs, les cours d'aujourd'hui sont terminés. Je vous revois demain à la même heure, et je vous salue et vous souhaite bonne fin de journée. » Chapitre 2. Le maître emballeur. Nicolas Lefebvre, né le 5 mai 1643, supervisait les travaux de son apprenti. Celui-ci, qui devait devenir compagnon l'année suivante, finissait l'emballage d'une verrerie dans une caisse remplie de paille. Le maître emballeur de 34 ans s'occupait lui-même d'entourer la caisse d'une première toile appelée chemise, suivie d'une deuxième appelée la couverture,
et entre les deux toiles serait insérée une bonne épaisseur de coton pour absorber les chocs. Il va sans dire qu'un dessin bien vu sur la caisse représentant un miroir servirait à avertir les transporteurs de prendre des précautions. Nicolas Lefebvre était l'un des membres de l'association d'une trentaine de maîtres emballeurs du Paris de cette époque. La plupart du temps, il devait se déplacer vers un entrepôt pour y faire ses ballots, mais souvent, on apportait le matériel à son atelier. En fait, il était un des rares emballeurs qui possédait un atelier où on pouvait apporter la marchandise à être emballée, ce qui augmentait l'étendue de sa clientèle. Levé tôt le matin, il exigeait que son fils Gabriel l'aide à planifier et commencer le travail de la journée. Il savait bien que celui-ci n'aimait pas vraiment ce genre de travail. Comme la plupart des jeunes, Gabriel avait de l'énergie à revendre et le père n'insistait pas pour le garder avec lui toute la journée. Le résultat était que son fils disparaissait après la collation de midi pour ne réapparaître qu'au repas du soir. Par contre, lors de sa tâche du matin, Gabriel y mettait toute son attention et son énergie, ce qui indiquait au père que le fils était loin d'être paresseux et qu'il avait tiré de l'exemple paternel d'être soigneux dans ce qu'il faisait. Le transport et la manipulation des charges dans l'atelier de son père avaient développé des muscles du garçon qui étaient en réalité beaucoup plus forts qu'il ne paraissait. Ses avant-bras laissaient ressortir des muscles durs lorsqu'il serrait les poings. Parfois, au retour de ses après-midi, l'enfant paraissait avec des bosses et des éraflures. Sa mère, dame Marie-Josse, âgée de 33 ans, le réprimandait quelque peu, mais Gabriel lui répondait qu'il était tout à fait normal de se blesser quand on jouait à la guerre avec ses amis, et on en restait là. Ce jour-là, Gabriel revint à la maison quelques heures plus tôt que d'habitude. Un matamor au couvre-chef emplumé, rappelant une crête de coq et à la moustache retroussée, l'accompagnait. Le père Nicolas crut un instant que son fils s'était rendu coupable d'une frasque envers l'homme qui s'avérait, de toute évidence, être un homme d'épée. Il fut rassuré lorsque la moustache extravagante s'étira sur un large sourire et que la main gantée, à grande échancrure, accrochée au ceinturon, s'étendit pour serrer la sienne. « Monsieur mon père, je vous présente Monsieur Martin Langlois, dit Lagarde, maître d'armes de Paris. Monsieur Langlois, voici mon père Nicolas Lefebvre, maître emballeur de notre capitale. »« Maître Nicolas, je suis enchanté de faire votre connaissance. Je viens vous parler de votre fils. »« Mon fils, maître Langlois, il n'a pas l'habitude de mal se comporter. J'espère qu'il ne nous a pas déplu d'aucune façon. »« Loin de là, mon cher ami. Au contraire, le petit schnappant me plaît énormément. Saviez-vous, maître Nicolas, que votre fils Gabriel est en voie de devenir un maître slam? Il manie la rapière d'une façon étonnante pour son âge. Il a tenu tête à l'une de mes plus fines lames de mon école cet après-midi. De plus, il est un diplomate né, puisqu'il a laissé l'impression à son adversaire que celui-ci lui était supérieur, de sorte que ce nobliau me demanda de l'engager pour qu'il lui serve de compagnon d'entraînement. Ce garçon est d'une intelligence supérieure, et je crois bien qu'il se fera un nom. C'est d'ailleurs la raison de ma venue. Je vous demande la permission d'engager votre fils pour me servir d'apprenti. J'ai besoin d'un jeune débrouillard pour entretenir les lames de mes ateliers et servir de menus travaux à mon académie d'escrime. »« Mais Gabriel n'est âgé que de 12 ans, maître Langlois. Il est beaucoup trop jeune pour les armes. »« 12 ans? Mais ce garnement va alors devenir un colosse. J'ai en donné au moins 15. Ses bras sont solides, il est d'une agilité incroyable, mais n'ayez aucune inquiétude, et ne doutez pas, il sera entre bonnes mains avec moi. »« Je n'en doute pas du tout, maître Langlois. J'ai cependant besoin de lui à mon atelier. »« Oui, je suis également au courant de ce fait. D'ailleurs, votre fils m'a apporté une condition à son emploi chez moi. Il exige que je ne l'emploie que les après-midi, parce qu'il veut continuer à vous assister dans votre tâche.
Votre fils vous est très loyal, monsieur. Vous pouvez en tirer fierté. Donc j'ai accepté sa condition, puisque depuis 2 ans, tous les jours, il grimpe dans un arbre près du mur de l'académie pour espionner les passes d'armes que j'enseigne à mes élèves. Et en le prenant chez moi, le résultat sera que vous serez assuré sur ses va-et-vient tous les après-midi, sachant maintenant qu'il se trouve chez moi. Il va sans dire que je le rémunérerai comme un apprenti de première année. De cette façon, nous y gagnerons tous, n'est-ce pas? Il va chez vous depuis 2 ans? Il m'en a jamais soufflé mot. Je savais qu'il jouait à la guerre, mais là... Je jouais à la guerre pour mettre en pratique ce que je voyais à l'académie, père. J'aurais peut-être dû t'en parler, mais je n'y voyais pas d'importance. Je n'aurais jamais cru avoir l'opportunité de travailler à l'académie du maître d'armes Martin Langlois. C'est la chance qui me sourit, ne croyez-vous pas, mon père? Le regard anxieux de son fils suppliait Nicolas Lefebvre d'accepter la proposition du maître d'escrime. Le paternel jeta un coup d'œil à Martin Langlois, qui, en souriant, lui fit un clin d'œil. D'un seul coup, le père fut rassuré et découvrit un matamor qui lui devenait soudainement très sympathique. « Venez, maître Langlois, nous allons annoncer la nouvelle à mon épouse devant un pichet de vin. Antoine, termine l'emballage. Je reviendrai tantôt pour faire une vérification, dit-il à son apprenti. Celui-ci, n'ayant rien perdu d'entretien, fut rassuré sur son emploi qu'il soupçonnait de perdre au profit du fils Lefebvre. Sur ce, les 2 maîtres, suivis de Gabriel qui rayonnait, entrèrent dans la maison attenante à l'atelier d'emballeur. Maître Langlois fit très bonne impression sur Marie-Josse, peut-être à cause de sa moustache retroussée, doublée du salut extravagant dont il la gratifia en faisant virevolter son chapeau emplumé, de telle sorte que le maître d'armes fut rapidement consacré ami de la maison et accepta l'invitation de souper en famille. Le lendemain après-midi, Gabriel commençait son nouvel emploi à l'Académie d'escrime-la-garde de Paris. Il allait y rester jusqu'à la retraite du maître d'armes en 1685, date où maître Martin Langlois dut fermer boutique pour se rendre dans le Poitou. Sa famille, même si elle était catholique, avait des démêlés avec certains dragons du roi de passage à leur village. Le maître en escrime avait refusé que Gabriel l'accompagne pour lui servir de second. Le jeune homme, ce jour-là, voyait sa vie chamboulée qui prenait une nouvelle direction. Gabriel Lefebvre, maintenant âgé de 19 ans, était déjà un gaillard de 5 pieds 10 pouces dans un monde où la moyenne des hommes mesurait 5 pieds 7. Ses muscles, sans être gonflés, étaient développés, souples et durs comme des cordes d'acier tendues. Il avait acquis, quelques mois auparavant, une très belle rapière d'Espagne, solide et souple, reçue des mains de son maître d'armes lors d'un tournoi à l'Académie où il s'était illustré. Plusieurs jeunes de basse noblesse comptaient parmi ses amis et lui avaient donné le nom de La Taille. Ce surnom complétait la dualité de l'enseignement diffusé à l'Académie Maître Martin Langlois. On y affrontait la garde et la taille. C'était là, pour Gabriel, une reconnaissance officielle de sa maîtrise de la lame. Notons qu'un lapoint était superflu, puisqu'elle était une évidence incontournable en escrime. Revenu à la maison, il embrassa sa mère, accrocha sa rapière au mur et passa à l'atelier pour aider son père. À ses yeux, sa vie d'homme d'épée venait de prendre fin. Chapitre 3. La réorientation. Dorénavant, n'ayant plus besoin de se rendre à la salle d'armes, Gabriel travailla toute la journée avec son père. La situation durait depuis 2 semaines, jusqu'au soir où il attaqua le sujet de son avenir avec ses parents. « Père, j'ai peur de te décevoir. Je ne crois pas pouvoir adopter ton métier d'emballeur. Je ne m'y sens pas à l'aise du tout. C'est un beau métier, mais j'aspire à plus de mouvement, plus d'action. Je m'en rends compte à tous les jours, mon fils.
et cela me peine énormément. Mais je ne veux pas que tu deviennes soldat. Il n'est pas question que mon fils se comporte comme ces dragons du roi qui massacrent les Huguenots innocents. Il faut trouver autre chose. Je veux pas être soldat. Je pourrais jamais me comporter comme un mouton obéissant. En réalité, j'aimerais voyager et voir le monde. Je pourrais peut-être me faire engager sur un navire marchand. Tu connais plusieurs capitaines qui te font emballer leurs marchandises. Peut-être que l'un d'eux accepterait de me prendre. Mais alors, tu serais parti pendant des mois, mon Gabriel, s'exclama dame Marie-Josse. Je pourrais pas le supporter, mon cher fils. Ce sera très difficile pour moi aussi, mère. Mais il faut bien que je m'oriente vers quelque chose qui me permettra de gagner ma vie tout en étant heureux de mon sort. La vie de matelot, c'est pas une vie très enviable, fils, ajouta Nicolas. Faudrait que tu décotes un emploi de domestique auprès d'un capitaine. Donne-moi quelques jours, je te reviendrai là-dessus. Au cours des jours suivants, Gabriel ne ramena pas le sujet sur la table. Il savait que son père était un homme de parole, et il attendit en dirigeant son énergie vers sa tâche, comme il l'avait toujours fait. Ce ne fut que 2 semaines plus tard qu'advint un développement. Occupé à ficeler un ballot, Gabriel n'avait pas remarqué l'arrivée de son paternel accompagné d'un jeune homme très élégant, assez grand, au visage agréable, mais volontaire, portant cheveux blonds, tirant sur le roux et pour point de dentelle. Ses yeux perçants, au-dessus d'une moustache à l'espagnol, fixaient Gabriel comme pour lire dans son âme. Gabriel regarda l'inconnu sans baisser les yeux, ni démontrer aucun malaise, et le gratifia d'un sourire lorsque son père annonça « Gabriel, j'aimerais te présenter le capitaine Laurent Corneille de Baldran, dit de Graff, actuellement de passage à Paris. Il est hollandais et vient d'être naturalisé français. Il doit repartir pour les Antilles la semaine prochaine. Malgré son jeune âge, il est réputé comme un homme d'honneur d'une rare distinction. Il est d'ailleurs le seul capitaine de la flotte à posséder un orchestre sur son vaisseau. Le capitaine de Graff m'a fait part qu'il se cherche un aide pour le servir fidèlement. Comme il parcourt les mers pour combattre l'Espagnol, j'ai pensé que cette vie d'aventure pourrait t'intéresser. Du coup, les yeux de Gabriel étincelèrent, et il dut saluer Laurent de Graff en s'inclinant un peu pour cacher son émotion. Par contre, celle-ci n'avait pas échappé au regard incisif du capitaine. « On me dit, monsieur, que vous êtes dévoué, travaillant, consciencieux, et que vous maniez l'épée d'assez belle façon. Je vois également que vous possédez l'expertise pour emballer des marchandises. Vous avez un port agréable, appuyé sur un physique imposant. Je vous offre de vous joindre à moi si vous parvenez cependant à réussir le petit test que j'ai en tête. » « Je serais honoré d'être à votre service, capitaine. À quelle épreuve faites-vous allusion? » « Votre père m'a demandé quel degré de sécurité présentait l'emploi que je vous offre. Je lui ai dit que je ne pouvais lui répondre avant de vous avoir vu. Ceci fait, il me reste à vérifier votre degré de dextérité en combat. Quelle est votre arme préférée? » « J'affectionne principalement la rapière, mais je sais aussi manier le sabre, le fusil et le pistolet. »« Alors, va donc pour la rapière. C'est également ma favorite. » De Graff dégaina, se mit en garde et fit appel du pied. Surpris quelque peu de la rapidité de décision du capitaine, Gabriel décrocha sa propre lame du mur derrière lui et prit la pose. « Vous ne croyez pas l'espace insuffisant pour un duel, capitaine? »« L'espace est parfait. Il faut souvent combattre à l'étroit, » répondit de Graff en attaquant. L'engagement ne dura que quelques minutes, et aussi étonnant que cela puisse être, aucun des combattants ne dérangea ou ne fit chuter quoi que ce soit dans l'atelier encombré de maître Nicolas, qui s'était prudemment placé à l'écart. De Graff tenta à quelques reprises de faire sauter la lame des mains de Gabriel qui, souriant, parait habilement ses tentatives. Gabriel traînait 8 années d'académie d'escrime derrière lui et trouvait rapidement ses repères. Les 2 hommes commençaient à s'amuser et riaient des parades réussies de chacun. De Graff abaissa son arme et salua Gabriel. « Lefebvre, vous êtes mon homme, si cela vous sied.
Avez-vous un nom de guerre? Mes amis de l'Académie m'appelaient La Taille, et votre offre m'enchante, capitaine. Va pour la taille. En fait, j'aurais peut-être dû m'acquérir de ce nom avant de croiser le fer avec vous. Vous êtes excellent, jeune homme. Sieur Nicolas, je peux vous garantir que votre fils sera aussi en sécurité sur mon navire que s'il se promenait dans les rues de Paris en plein jour. Amenez-moi votre fils demain pour midi à l'hôtellerie où vous m'avez trouvé ce matin. Je réponds de lui. Sur ce, Laurent de Baldran, dit de Graff, tourna les talons après avoir salué de sa rapière le père et le fils, figé à regarder partir cet homme élégant qui savait tellement bien se battre. Gabriel Nicolas Lefebvre, dit La Taille, muta ce jour-là en serviteur de corsaire du roi de France, même si aucune entente n'avait été établie au sujet de la rémunération. Chapitre 4. La France de 1685. La population de la France de 1685 se chiffre à 21,8 millions d'habitants. Les coffres du royaume sont garnis et 36 000 personnes travaillent à la construction du château de Versailles. Richelieu est mort depuis 1642 et Mazarin le remplace. Par contre, la misère sévit chez le peuple. Seuls quelques privilégiés s'en tirent honorablement, étant indispensables à la bonne marche du commerce. C'est le cas de Nicolas Lefebvre, maître emballeur. Ce dernier est plutôt heureux que son fils Gabriel soit parti sur l'océan au service d'un corsaire renommé, car il prévoit que la France sera bientôt assez bouleversée à cause de la révocation de l'édit de Nantes par le roi Louis XIV. Paris ne prévoit pas de problème de religion sur son territoire, mais sait-on jamais. Bossuet avait bien décrit la philosophie politique de l'époque en disant « Désobéir au roi, c'est désobéir à Dieu lui-même ». Cette philosophie se retrouvait beaucoup plus chez la noblesse que chez le peuple, qui, lui, n'aspirait qu'à vivre en paix sans être accroché à quelque pourpoint ou soutane que ce soit. Cet absolutisme de l'autorité imposée à la société européenne provoquait en sourdine une réaction plutôt saine de soif de liberté individuelle parrainée par une société équitable. Cette tendance apparaissait de plus en plus depuis une centaine d'années. Le premier qui la manifestèrent furent les pirates qui s'emparaient des navires de commerce pour survivre librement sans aucune attache. Malgré les rumeurs, ils n'étaient pas portés vers le meurtre. En fait, tout ce qui les intéressait était la cargaison et les richesses. Ils se considéraient déjà comme des hommes libres et séparaient équitablement le butin entre eux. Apparut ensuite une société complète qui adopta ce genre d'égalité et d'équité entre ses citoyens. Ce fut la société acadienne qui s'installa sur les rives nord-américaines de l'Atlantique vers 1604. Ils ne subsisteront pas plus d'une centaine d'années, assez difficilement, et seront complètement désorganisés en 1755 par les Britanniques qui les déportèrent ignominieusement pour leur voler leurs terres. Une autre société d'hommes libres naîtra en 1629 en Amérique du Nord. Ils se définiront également comme des hommes libres, autonomes et indépendants, vivant en parallèle plutôt que sous le contrôle du pouvoir officiel. Ils réussiront à survivre jusqu'en 1812, où leur autorité civile et religieuse les laisseront tomber graduellement pour quelques bénéfices socio-économiques. Lorsque Gabriel s'embarque sur le navire de Graff, les Français courbent l'échine devant l'autorité de leur roi Soleil. La France est le centre du monde occidental et le flambeau de la civilisation. Les abus de pouvoir y sont incessants et la dévalorisation de l'individu est le sport national d'un niveau social à l'autre, sans oublier la corruption généralisée dans toute cette société française.
traits qui ne sont pas exclusifs à la monarchie, on s'en rend compte aujourd'hui. En Espagne, la situation est encore pire. Pour l'Angleterre de l'époque, c'est un peu différent. Une clique s'acharne à contrôler le monarque et s'élève au-dessus de la population. Par contre, l'élitisme y est tout aussi prononcé, sinon encore plus. En réalité, la religion est cause de tous ces malheurs sociaux de l'époque. Notre Gabriel Nicolas Lefebvre, aide de Laurent de Graff, navigue durant cette période sur le bateau du corsaire. En réalité, de Graff est un flibustier honni des Espagnols. Il les avait déjà servis, mais, suite à une friponnerie de leur part, il était devenu leur pire ennemi. Gabriel servait donc un homme de renom, mais de la sorte il s'installait dans une condition ciblée par les Espagnols. L'aventure devenait ainsi son pain quotidien. Le vaisseau flibustier se dirigeait vers Carthagène, où de Graff savait pouvoir y faire quelques prises. Il avait intéressé des capitaines Michel, Jonquet, Lesage et Brouage à son entreprise. Cependant, les Espagnols eurent vent de son approche et équipèrent 2 vaisseaux de 36 et 38 canons avec 400 hommes auxquels ils ajoutèrent un bâtiment de 6 canons et 90 hommes. Ils supposaient que de Graff venait seul. Enfin, se disait-il, ils allaient pouvoir écraser leur pire ennemi. Quelle surprise lorsque, débouchant dans la baie de Seine, ils se découvrirent inférieurs en nombre. Ils voulurent faire volte-face, mais les vaisseaux de Graff ne leur en laissèrent pas l'occasion. Après 8 heures de combat, on avait capturé le navire amiral espagnol et avait tenté sans succès l'abordage de celui du vice-amiral. Les pertes des flibustiers s'élevaient à 20 hommes tués ou blessés. Celles des Espagnols ne furent pas divulguées. Gabriel Nicolas avait reçu son baptême du feu. « Eh bien, la taille, j'espère que tout est bien amusé. »« C'était formidable, capitaine. »« Et ce n'est pas fini. Nous allons à la poursuite du vice-amiral. Regarde, il se dirige vers la côte, il est foutu. » De fait, le navire s'échoua et les Espagnols déguerpirent dans la nature. L'équipage de Graff eurent toutes les misères du monde à renflouer le bateau. Les flibustiers se servirent dans les soutes et transbordèrent la poudre, les boulets et les victuailles, n'y laissant que le nécessaire pour le voyage de leur prise vers le port où ils la vendraient. Suite à ce fait d'armes, de Graff et le capitaine Michel s'associèrent pour toutes leurs futures entreprises. Choisissant leur itinéraire, ils se donnèrent rendez-vous à l'île de Rotan au Honduras. Ce fut le capitaine Michel qui y arriva le premier. Laurent de Graff accusait du retard parce qu'il s'était amusé à prendre un vaisseau de 14 canons chargé de quinquina et de 47 livres d'or. Cette prise avait été faite la nuit après son départ et avait nécessité la dépense extravagante de 2 coups de fusil. Outre cette nuit profitable, il avait rencontré le jour suivant un vaisseau espagnol menant un vaisseau anglais capturé vers la Havane. Il s'était donc accordé de reprendre le vaisseau captif et de le remettre aussitôt aux mains de leurs propriétaires, les Anglais, qui en furent reconnaissants. Le capitaine Michel fut assez étonné de voir arriver de Graff accompagné d'une prise, quand il ne l'avait quitté que l'avant-veille. Laurent de Graff se rendit alors à Saint-Domingue pour que le gouvernement régularise ses prises et lui renouvelle sa commission. En fait, la régularisation des prises n'était que la remise au gouverneur de la part qui lui revenait. Tout avait déjà été estimé, vendu et distribué parmi l'équipage par le capitaine bien avant cette régularisation. La part du gouverneur s'établissait autour du 10e de la valeur totale. La confiance du gouverneur envers le capitaine était de mise, sinon obligatoire. Pendant cette visite chez le gouverneur,
les capitaines Michel et Brouage, à qui de Graff avait laissé son navire, allèrent croiser devant la Havane. Ils y capturèrent 2 vaisseaux hollandais partis de Carthagène. L'un des flibustiers dégota un petit esclave nègre caché au fond de la cale, qui le supplia de ne pas le tuer en promettant de lui révéler un secret d'une importance capitale. Le secret s'avéra être que ces 2 vaisseaux hollandais transportaient une charge de 200 000 écus d'or et d'argent appartenant aux Espagnols, ainsi qu'un évêque parmi les passagers. Les flibustiers s'accaparèrent de 200 000 écus et de l'évêque, qui promit 50 000 écus en rançon, puis laissèrent partir le vaisseau hollandais. Le capitaine Michel se dirigea ensuite vers la Nouvelle-Angleterre pour radouber son navire qui en avait grand besoin. Quant au navire de Graff, commandé par le capitaine Brouage, il fit route vers Tortilla, mais fut démanté par un coup de vent à hauteur des Bermudes. Obligé de s'arrêter à l'île de Saint-Thomas, les flibustiers y furent bien reçus par le gouverneur qui refusa de payer la rançon de l'évêque cité plus haut. En fait, il délivra le prélat et le renvoya à Porto Rico. Il vendit des mâts assez chèrement aux flibustiers qui, en ayant un besoin pressant, ne s'en plaignirent pas vraiment. Gabriel commençait à accumuler des revenus et trouvait que son métier n'était pas si mal après tout. Il persévéra au service de Graff jusqu'en 1687, où, après avoir défendu le port de Petit-Goâve contre des envahisseurs cubains, Gabriel s'illustra et obtint la permission de quitter son service. La période de flibuste tirait à sa fin et plusieurs se livraient désormais sans commission royale à la piraterie pure et simple. Il revint en France, à sa famille, leur apportant une partie de ses acquis pour assurer leurs vieux jours. Il ne put cependant pas supporter l'inaction et décida après quelques mois de repartir à l'aventure. Cette fois-ci, il se dirigeait vers ce nouveau pays appelé la Nouvelle-France. Chapitre 5. L'accueil au Canada. Le Canada de cette époque, limité à la vallée du Saint-Laurent, n'était que l'une des colonies de la Nouvelle-France. Il était délimité par l'Acadie et la Louisiane, ainsi que du petit territoire côtier de la Nouvelle-Angleterre. Par contre, très rapidement, les Canadiens occupèrent toute l'Amérique du Nord. Gabriel était parvenu à se procurer une place sur un vaisseau de 90 tonnes, du nom de le Saint-Nom de Jésus, en partance de La Rochelle vers Québec. Son capitaine, Nicolas Bracmont, accepte de l'embarquer moyennant une somme assez rondelette. Sur ce vaisseau, il n'y a qu'un seul membre d'équipage, appelé François Desnoux du Perrot. La pénurie de main-d'œuvre oblige donc Gabriel à agir en tant que matelot. Mais pour lui, ce n'est qu'une excellente façon d'occuper le temps. Malheureusement, arrivé près de Québec, plus précisément à Beaumont, le capitaine échoue son navire. Étant obligé d'attendre du secours, Bracmont demande à Gabriel de quitter le vaisseau pour éviter les questions embarrassantes sur un passager clandestin, même si le passage avait été bel et bien payé. Heureusement pour notre aventurier, la seigneurie de Beaumont n'est pas que nominative et son seigneur Charles Couillard des Îlets y habite avec sa deuxième épouse Louise Couture, son fils Charles-Marie, issu de son premier mariage, et plusieurs domestiques. C'est donc vers son manoir que Gabriel dirige ses pas. La seigneurie se compose déjà de 53 personnes réparties dans 15 maisons. Elle compte au total plus de 70 arpents défrichés. Charles Couillard reçoit Gabriel chaleureusement et l'installe sous un appentis de sa résidence. Malgré l'insistance du seigneur Couillard pour lui faire accepter une offensive, Gabriel désire voir du pays avant de s'établir. Il étudie cependant la façon de procéder des habitants pour s'installer, construire leur maison et défricher la terre. Quelques jours plus tard, profitant du voyage d'un l'un des censitaires, un certain notaire nommé Antoine Cassan
Gabriel bénéficia de sa barque en route vers Québec. C'est dans ce genre d'embarcation qu'il y accoste vers l'heure du midi. Debout sur le quai, sa malle de marin à ses pieds, il lève les yeux vers la haute ville de Québec. Le spectacle est fascinant. Un grand mur rocheux, quelque peu scintillant, se dresse devant lui et sert d'assise aux principales bâtisses de la ville. Au pied de la falaise sont dispersées des maisons plus modestes, réparties jusqu'au port où il vient de débarquer. Plusieurs de ces maisons sont encore en construction, car 3 ans plus tôt, toute cette partie de la ville avait brûlé. Un chemin très incliné grimpe le cap Diamant vers la haute ville. Gabriel regarde autour de lui et se rend compte que parmi les personnes qui l'entourent, des sauvages se promènent comme s'ils étaient chez eux. Plusieurs conversent amicalement avec des Blancs. Ce panorama social est tout nouveau pour Gabriel, car ce qu'il avait vu au cours de ses voyages était complètement différent. Les sauvages étaient considérés partout comme des sous-hommes, quand ce n'était pas comme des animaux. Déjà, il ressentait une satisfaction d'avoir choisi de venir au Canada, où le sauvage semblait égal au blanc. Il ramassa sa malle et la porta à son épaule pour s'attaquer à l'escalade du chemin menant à la haute ville. Au pied de la côte, il aperçut un garnement qui conduisait un gros chien tirant un tonneau dans une petite charrette. L'enfant avait la charge de transporter l'eau du fleuve jusqu'à la maison de son maître. Ces gros chiens étaient qualifiés à l'époque de porteurs d'eau. Plusieurs enfants s'acquittaient de cette tâche et les porteurs d'eau ne manquaient pas à Québec. S'adressant au galopin, il lui demanda « Dis-moi, jeune homme, y a-t-il une hôtellerie dans le coin où un voyageur peut se reposer? »« C'est quoi ça, une hôtellerie? Si vous voulez vous reposer, vous n'avez qu'à vous asseoir sur une pierre au bord du chemin. Et si vous avez quelques pièces en poche, entrez chez Étienne Loisel, boire un pot. Vous pouvez y reprendre votre souffle un petit brin. »« C'est où chez Loisel? »« Suivez-moi, c'est en plein là où je vais. » Sans plus s'occuper de Gabriel, il fit retendre le collier de son chien pour grimper la côte. La maison Loisel ne portait aucun signe distinctif la différenciant des autres maisons des alentours. Rien n'indiquait qu'on pouvait y entrer boire un pot. Gabriel hésitait un peu devant la porte d'entrée. Le garnement avait commencé à transvider son tonneau dans un grand fût près de la porte de la maison. Sans arrêter son travail, il s'adressa à Gabriel. « Dites-moi pas qu'un homme affûté comme vous l'êtes n'a pas un sous-vaillant pour lui permettre de se payer un pot. Vous n'avez qu'à ouvrir la porte et entrer. Vous trouverez un comptoir, quelques tables et des chaises. Vous n'avez qu'à vous asseoir et vous installer. On viendra vous servir. C'est quand même pas à moi de vous conduire par la main. J'ai assez de besogne pour m'occuper. » Sous cette chaleureuse invitation, Gabriel pénétra dans la maison. La pièce était assez spacieuse et, choisissant une table, il déposa sa malle à ses pieds près de la chaise où il prit place. « Monsieur est nouvellement arrivé. » Une jeune fille très jolie, portant un bonnet aussi immaculé que son tablier, venait d'apparaître à sa droite. « Je viens tout juste de débarquer d'une chaloupe et j'ai une faim de loup que j'aimerais bien apaiser. Est-ce possible de le faire ici, jolie demoiselle? »« C'est très possible, monsieur. Je vous apporte tout de suite un pot de bière et une portion de mon fricot de tourte. »« C'est quoi ce genre de fricot? »« Vous verrez bien. » Et sans dire un mot de plus, la courte jeune fille pivota sur ses talons et partit vers l'arrière de la maison pour revenir aussitôt, tenant un gros pain recouvert d'un tissu sous le bras, un pot contenant plus que la normale, accompagné d'un gobelet dans une main, et dans l'autre, une grande écuelle fumante d'où émergeait la tige d'une cuillère d'étain. L'arôme dégagé du plat était tel que Gabriel oublia de remercier la serveuse et plongea dans le fricot. À la première bouchée, il se brûla les lèvres, ce qui l'obligea à agripper le pot. Goûtant la bière, il fut surpris de la saveur agréable, très légèrement sucrée, de cette bière maison. Brisant le pain,
il découvrit que c'était du pain blanc de très bonne qualité et d'un goût exquis. Quant au fricot de tourte, il en salivait sans relâche. « On mange bougrement bien en Canada, pensait-il. Délicieux, ce fricot de tourte, mademoiselle. » Bof, les tourtes ne goûtent pas grand-chose. En fait, ce sont de tout petits cubes de lard et des minces lanières de viande de chevreuil marinée qui font le secret de notre fricot. Tout le monde de Québec vient ici pour y goûter. Notre fricot de tourte est renommé dans toute la région, même jusqu'à Batiscan. N'est-ce pas le cas, Monsieur Duclos? Demanda-t-elle en s'adressant à un autre client assis au fond de la pièce. « C'est strictement pour ça que je suis ici aujourd'hui, ma belle Monette, » répondit l'interpellé. Au même instant, la porte d'entrée s'ouvrit toute grande et pivotant sur ses pentures alla percuter le mur. « Bien le bonjour, jolie Monette » s'écria l'un des trois personnages qui venaient d'entrer. « Eh bien, nous sommes dans un pays connu. Salut à toi, sieur Duclos » s'écria un deuxième cavalier en se dirigeant vers le sieur en question. Les trois hommes étaient de la noblesse, comme le démontrait leur accoutrement. De plus, il était évident qu'ils étaient soldats, probablement des officiers. Tous les trois se dirigèrent illico vers le sieur Duclos, qu'ils semblaient très bien connaître. « Tabarnak, de Chartres, Bouchemin, mais je vous croyais à Montréal, que faites-vous ici? » rétorqua Duclos d'une voix tranquille. Avant qu'on ne puisse entendre une réponse, le troisième personnage, celui du nom de Beauchemin, qui couvait Manette des yeux, trébucha sur la mallette de Gabriel qui dépassait dessous la table. Manette éclata de rire en disant « Monsieur de Beauchemin, quand on ne regarde pas où l'on marche, on s'enfarge tout seul. C'est immanquable. » Le sieur de Chartres se retourna en souriant. « Dis donc, Jacques-François, tu peux courir dans le bois sans problème, mais t'es incapable de marcher sur un plancher. » Le seul œil du personnage pétillait de malice. L'autre était couvert d'un cache-œil lui donnant un air de pirate très élégant. Beauchemin, quant à lui, bouillonnait de colère. D'un coup brusque, dégageant son coude de la main de Gabriel qui l'avait soutenu, il l'apostropha. « Et toi, l'imbécile, tu peux pas placer ta boîte à déchets hors du chemin des gens? » tempêta-t-il. Gabriel, suffoqué par la fureur du personnage, en resta bouche bée. Beauchemin avait levé la main pour le gifler, lorsque De Chartres bondit et lui saisit le poignet, arrêtant le coup. « Comme toi, Beauchemin, c'est pas de la faute de Socias, tu regardes pas où tu mets les pieds. Viens t'asseoir à la table de Duclos. » Pour toute réponse, Beauchemin asséna un vigoureux coup de pied à la malle qui glissa jusque sous la table suivante. Gabriel sauta sur ses pieds et s'approcha du soldat en furie. « Monsieur, veuillez m'excuser de votre propre maladresse et je vous conseille fortement de vous calmer, sinon je le ferai moi-même. » Beauchemin étouffait littéralement de fureur. Mettant la main à sa rapière, il dégorgea. « Tu me paieras cette impertinence, espèce de va-nu-pied. Je vais te transpercer le foie, la rate et les reins. Je vais te découper en lardons. Je vais aller en garde. » De Chartres s'éloigna en hochant de la tête. « Et voilà, dit-il, c'est reparti. » Le soldat en furie tira son épée, se mit en position et appela du pied furieusement. Gabriel, s'échauffant sérieusement lui aussi, tira lentement sa rapière. « Oh oh !» remarqua François de Cabanac, le troisième soldat maintenant assis près du sieur Duclos. « Je reconnais cette rapière. Duclos, prépare-toi à contempler du grand art. » Et il se leva pour se rapprocher de l'action. Les yeux durs de Gabriel dardaient Beauchemin comme pour le brûler de la flamme de sa colère maintenant survoltée par l'injustice des propos encaissés. Devant le soldat en garde, il prit une pose que personne n'avait jamais vue. Se tenant très droit, le poing gauche sur la hanche, il leva lentement sa rapière en ligne avec son bras tendu jusqu'au niveau de son épaule, ne laissant que la pointe toucher l'épée de Beauchemin. « Que faites-vous là, monsieur l'imbécile? Vous ne savez pas comment vous servir d'une rapière? À quoi vous sert-elle en ce cas? »
C'est le cure-dent que j'emploie pour nettoyer les crocs des moutons qui se croient loups. Et vous allez mourir, monsieur de la Trébuche-Chemin. La voix grave et âpre de Gabriel témoignait de son exaspération. Le simple incident venait d'atteindre le paroxysme d'un événement très sérieux. Gabriel se mit lentement à se déplacer comme s'il exécutait des pas de danse. « Ça suffit !» s'écria de Cabanac. « Arrêtez-vous, monsieur de la Taille, si j'ai bonne mémoire. N'employez pas cette technique du faucon contre mon ami, je vous le demande amicalement. » Gabriel se calma d'un seul coup, abaissa son épée et recula d'un pas. « Comment, Cabanac? » s'écria Beauchemin. « Tu connais cet homme? »« Je ne l'ai vu qu'une seule fois, le jour où il a gagné cette rapière qu'il tient à la main. Il n'en existe qu'une seule dont la garde est ainsi travaillée et ciselée. Et je dois ajouter que si je n'étais pas intervenu, mon cher Beauchemin, crois-moi que ce que tu supposais être de l'inexpérience en escrime t'aurait coûté la vie dans la seconde suivante. Monsieur de la Taille, je vous remercie sincèrement d'avoir agréé à ma demande et je vous en serai toujours reconnaissant. » Cabanac salua Gabriel en s'inclinant et balayant l'air à ses pieds avec son chapeau. « Monsieur, c'est à moi de vous remercier de m'avoir fait reprendre mes esprits. J'allais commettre un acte que j'aurais regretté toute ma vie. Puis-je connaître votre nom, si vous n'en voyez pas d'inconvénient? » demanda Gabriel en rengainant. « Je m'appelle François Desourdi Moreau de Cabanac, et je suis heureux de vous rencontrer pour une deuxième fois, malgré que lors de la première, nous n'avons pas été présentés. Monsieur de Cabanac, mon nom est Gabriel Nicolas Lefebvre dit la Taille, et le bonheur est mutuel. Il y a déjà 3 ans que j'ai gagné cette rapière. Il semble que vous étiez du tournoi vous aussi? » « Seulement comme spectateur invité de passage, et j'avoue que ce fut tout un spectacle. »« Excusez-moi de vous déranger, messieurs. Je suis encore ici, moi, » s'impatienta Beauchemin. « Dis donc, Cabanac, tu seriez pas intéressé par hasard à m'expliquer tout ce tralala où je me trouve comme un dindon, une rapière pleine à main? » Cabanac éclata de rire. « Allez, Beauchemin, fais la paix avec monsieur. Avoue qu'il n'est pas du tout responsable du fait que tu trouves ma note délicieuse. » Présenté de cette façon, cela change la perspective, effectivement. Saluant de sa rapière, il enchaîna. « Monsieur Lefebvre dit la Taille, je vous prie d'excuser mon emportement. » Beauchemin rengaina sa rapière, étendit la main à Gabriel, surpris de la transformation opérée par un sourire sur le visage de celui qu'il n'avait vu que sous le coup de la fureur. Il accepta la main tendue. Pendant ce temps, le sieur de Chapt était allé récupérer la malle de Gabriel et l'avait apportée à la table de Duclos. Revenant à celle de Gabriel, il ramassa tout ce qui s'y trouvait en disant « Sieur Lefebvre, vous allez venir finir votre repas à notre table, puisque nous sommes tous maintenant des amis. Aucune objection n'est permise. Voilà, Manette, apporte-nous ton meilleur vin, et va, et que ça saute, ma belle soubrette. » Les 3 soldats rapprochèrent une deuxième table de celle de Duclos, et tous s'installèrent. On avait placé le repas de Gabriel à un bout de la table, de sorte que chacun pouvait l'étudier à son aise. Le plus intéressé, mais le plus silencieux, était François Duclos, qui n'avait pas laissé des yeux ce jeune homme qui lui paraissait d'une trempe très spéciale. Manette se présenta avec 2 bouteilles, et les nouveaux compagnons trinquèrent à l'amitié. Duclos, affichant environ 45 ans, mais qui en avait 59, était lui-même un personnage assez remarquable parmi cette tablée amicale. Tête nue, il portait ses cheveux très longs et très fournis, attachés en une queue striée de quelques mèches grises qui pendaient quasiment jusqu'au milieu de son dos. Sur ses épaules reposait une sorte de camail frangé, fait de peau tannée et huilée. Sous ce camail, une chemise de daim couvrait son torse massif. À sa ceinture était passée une sorte de hachette que Gabriel apprendrait être un tomahawk et un couteau de chasse d'une grosseur respectable, de facture certainement artisanale. Sur son côté gauche pendait une corne à poudre d'une lanière de cuir traversant son torse en diagonale. Sur le droit,
poussée vers l'arrière, pendait une gibecière. Il portait un pantalon ordinaire de toile bleue, dont les jambes s'engouffraient dans de grandes bottes de peau montant jusqu'au-dessus du genou. Ces bottes étaient ce que les Canadiens et les sauvages appelaient des mocassins. À même d'un de ces mocassins, celui de la jambe droite, on distinguait l'étui d'un deuxième couteau de chasse, aussi imposant que celui à sa ceinture. Une chose frappa Gabriel. Aucun de ces différents personnages ne semblait considérer l'autre comme n'étant pas son égal, et tous se comportaient comme venant du même monde. Mais dans quel genre de société venait-il de mettre les pieds? Se demanda-t-il. Bon alors, Cabanac, il est plus que temps que tu m'expliques tout ce que je viens de traverser avec notre ami Gabriel. À toi le plateau. Messieurs, Commença Cabanac avec une certaine emphase. cher Gabriel Lefebvre, dit Lataille, est la plus fine lame de l'Académie d'escrime landois, sise en Île-de-France, à Paris. Et croyez-moi que j'ai vu à l'œuvre de mes yeux gagner cette rapière qu'il porte au côté. Lors du tournoi dont je parle, j'ai assisté à 7 combats successifs l'impliquant. Les 7 affrontements se sont soldés par 6 adversaires désarmés et le 7e coupé sur le dessus de la main, l'empêchant de tenir son arme. Tantôt, lorsque je l'ai reconnu en voyant sa rapière, je pensais assister à un bel échange d'escrime, mais quand j'ai vu que Gabriel allait se servir de la technique du faucon, j'ai compris qu'il est hors de lui, parce que le Lataille de l'Académie de l'Île-de-France n'a pas la réputation d'un tueur. Je devais donc intervenir pour sauver mon ami. À ces mots, Gabriel baissa la tête, comme s'il était honteux d'avoir agi de la sorte. « Mais c'est quoi cette technique du faucon? Qu'a-t-elle de si spécial? » demanda Bourchemin. « C'est une technique espagnole très peu connue, et ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle tue au tout début du combat. Elle fut inventée, dit-on, par un maître d'armes qui était également un maître de danse. Il avait parié qu'aucun bretteur ne pouvait le battre et indiqua le jour où quiconque voulait essayer sur une place publique qu'il désigna. Cet après-midi-là, l'Espagnol terrassa et tua 17 téméraires qui s'étaient crus supérieurs. La technique est de maîtriser certains pas de danse qui te permettent rapidement, d'une détente à peine perceptible, de transpercer un œil ou un front. La botte est pratiquement imparable. Je ne l'ai jamais apprise, mais je l'ai très bien reconnue quand j'ai vu Lefebvre, l'épée tendue, commencer ses pas de danse. J'ai cru arriver trop tard pour l'arrêter. Heureusement que la mention de son nom lui a fait recouvrer ses esprits. « Ce n'est pas sérieux, » s'écriait Bourchemin. « Gabriel, est-ce que ce que raconte Cabanac est exact? » demanda-t-il. Lefebvre garda la tête basse sans dire un mot. La réponse était assez explicite. Bourchemin étendit la main et l'appuya sur l'épaule du jeune Français. « Mon ami, ne sois pas si plein de malaise. Je l'avais cherché, et je suis heureux que tout se termine aussi bien. T'es un fier compagnon. » Gabriel leva les yeux vers celui qui souriait et le remercia d'un signe de tête. Jean-Louis de Chappe de Lacorne enchaîna en disant « Buvons à la santé de notre nouvel ami qui devra se contenter de manger son fricot complètement froid. Ça lui apprendra à se fâcher quand quelqu'un est assez inconscient pour lui chercher noise. À mettre la taille, messieurs. » Et de Lacorne vida son gobelet d'un seul trait. Exemple suivi de tous les autres. Le reste de l'après-midi fut consacré à se raconter l'histoire de chacun, de sorte que vers 5 heures, Gabriel les connaissait tout comme s'il avait vécu sa jeunesse avec eux. Bon, eh bien moi je dois penser à me dénicher un endroit pour la nuit. L'un de vous doit bien connaître quelqu'un qui m'hébergerait jusqu'à demain, s'enquit Gabriel. Ce que tu pourras trouver à Québec te fera te gratter amour toute la nuit, à moins qu'une famille ne t'accueille chez elle, rétorqua Duclos. Je connais bien une telle famille qui se ferait un plaisir de t'accueillir ainsi, mais même en partant tout de suite, nous n'y serions que demain après-midi, ajouta-t-il. Demain? Et nous dormirons où cette nuit? Demanda Gabriel.
Mais sur mon canot, jeune homme, je t'amène avec moi un petit score. Il est temps que t'apprennes à voyager dans nos contrées et que tu rencontres de vraies personnes civilisées qui ne chercheront pas querelle pour des bagatelles. N'est-ce pas votre avis, messieurs? Dit Duclos en souriant. T'as parfaitement raison, François. Mais rassure-toi d'avoir une couverture en surplus. Allez, nous te laissons Gabriel entre les mains. Faisons un vrai canadien. Ça te changerait des flibustiers, même si quand je te regarde, mon cher Duclos, j'y vois pas vraiment de différence, sauf celle des armes employées. C'était Beauchemin qui venait de s'exprimer ainsi, preuve qu'il avait complètement oublié l'Algarade depuis longtemps. Sur ce, les 3 soldats se levèrent pour serrer la main de Gabriel et de François Duclos. Puis, rendossant leur cape et renfonçant leur chapeau, ils disparurent par la porte d'entrée. « Allons, petits gars, c'est à notre tour de larguer les amarres. Oh la manette, apporte-moi une bonne couverture de laine que je t'en donne un bon prix. » « Le prix est toujours le même, sieur Duclos, et nos couvertures sont toujours aussi bonnes, » rétorqua Manette. Duclos ramassa son fusil qu'il avait placé au mur derrière lui, attrapa et posa sur ses larges épaules la malle de Gabriel, pendant que celui-ci recevait la couverture demandée et la note que tous lui avaient gracieusement laissée, preuve supplémentaire indéniable de leur amitié. Ceci réglé, les 2 hommes se dirigèrent vers la porte.